Je profite de la mise en place du vidéoprojecteur pour présenter rapidement Luis de Miranda. Donc, Luis de Miranda est un ancien élève d'HEC, comme quoi... alors, ce n'est pas la philosophie mène à tout, mais là, c'est le contraire, tout mène à la philosophie. Et il est, par ailleurs, donc éditeur et écrivain, et il a publié plusieurs essais philosophiques, et dont les plus pertinents, à mon sens, pour le thème d'aujourd'hui, j'en ai sélectionné 3. Peut-on jouir du capitalisme en 2008 ? Une vie nouvelle est-elle possible en 2009 ? Et puis, il y a 2 ans, l'art d'être libre au temps des automates. Et donc, bon, je te laisse la parole. Bonjour. Alors, une impression souvent féconde l'amorce de mes livres. Une contemplation, un arrêt étonné devant une forme que, momentanément, je vois autrement, distinctement, étrangement. Le temps se suspend, l'intime et l'extérieur s'interpénètrent, c'est une évidence opaque, un déplacement de perspective, un silence. Et au printemps 2008, je me trouvais à Berlin. Je venais de terminer l'écriture d'un roman d'anticipation, décrivant la Terre en 2012. La plupart des humains y préfèrent se retirer dans un jeu de simulation, mobilisant les 5 sens par le truchement d'électrodes combinées à l'Internet. Une duplication numérique de la planète nommée Paradisa, un mot qui signifiait jardin divin, du temps du Zoroastre, et qui a donné en français paradis. L'objectif du jeu planétaire est de rejoindre une île de luxe et de volupté nommée Vivarium, donnant accès à une machine à démultiplier la jouissance, le plaisirium. Un monde à la liberté automatisée, promettant l'avènement pour le 21 décembre 2012 d'un nouveau territoire réservé à une élite, Agapolis et son Amorium, où l'expérience de l'amour pur, mais par des moyens neuronaux. Quelques personnages, les héros du roman Paradisa, dont le principal s'appelle Nuno, ce qui pourrait se transcrire par celui qui n'est pas un, vont parvenir à enrayer la logique robotisante de ce monde numérique en introduisant un virus qu'ils nomment Créel. Dès qu'un joueur est touché par ce verbe inséré dans le code source de Paradisa, il entre dans un certain état de conscience, un jardin divin plus réel que le réel, un cloître ouvert cerclant une fontaine, où il lui apparaît clairement que la réalité, son environnement est sa création de chaque instant, le précipité de son esprit, avec la complicité du cosmos. Peu à peu, les courageux internautes parviennent à se dégager de l'influence aliénante du jeu de simulation, et la dernière phrase de Paradisa, prononcée par l'avatar de Nuno, est « On rejoint les autres et on se déconnecte ». Au printemps 2008, ce n'est donc pas par hasard que je me suis retrouvé dans les couloirs du Deutsches Technikmuseum, le musée de la technique berlinois. J'y suis resté en arrêt, devant plusieurs machines inventées pour accomplir une tâche automatique, notamment de massifs métiers à tisser, puis, point d'orgue de l'exposition, un édifice de métal de 4 mètres cubes, le prototype du premier ordinateur, le Z1 de Konrad Zuse, qu'on voit ici. Ce dispositif m'a paru comme la maquette d'une ville futuriste, une architecture proche de celle qui aujourd'hui encercle à Paris la nouvelle Bibliothèque nationale. Inventé en 1938, le Z1, un calculateur arithmétique mécanique, ne put être développé par son concepteur, faute de crédit. Le Troisième Reich ne croyait pas en cette invention. Pour faire fonctionner son prototype, Zuse, économe par nécessité, utilisa comme support de ces données numériques des bobines de cinéma usagées. On peut y voir un indice. Marshall McLuhan dira plus tard que le contenu d'un nouveau médium est la forme du médium qu'il remplace. Le contenu de l'écriture serait la parole, celui de l'imprimerie l'écriture, celui du cinéma le roman. Les computeurs, pour s'imposer, utiliseraient de préférence l'essence du cinéma, à savoir la création de mondes immersifs
rendue crédible par des artifices perceptifs. Dans un essai de 1936, l'œuvre d'art à l'âge de sa reproduction mécanisée, Walter Benjamin défend la thèse selon laquelle les techniques mécaniques de reproduction massive ont détruit l'aura conférée aux possesseurs d'objets modelés par l'art, cette auréole symbolique étant définie comme l'apparition unique d'un lointain si proche soit-il. Le penseur berlinois reste relativement optimiste à l'égard d'une certaine production de masse qu'il voit comme un potentiel vecteur politique propre à saper l'ordre sacralisé des classes dominantes. Benjamin suggère que le montage cinématographique possède un élément émancipateur. Le spectateur serait en mesure de reprendre conscience par la vue de séquences montées du caractère malléable de la réalité, le monde comme mise en scène, toujours d'abord subjective, résultante des choix et du point de vue du réalisateur. En 1988, Bill Nichols, théoricien du cinéma à l'Université de San Francisco, écrit en écho à Benjamin un court texte intitulé « L'œuvre culturelle à l'âge des systèmes cybernétiques ». Selon lui, c'est derrière l'idée informatique de simulation qu'il faut chercher le successeur du montage. La simulation, écrit-il, est l'autre imaginaire qui devient l'aune de notre identité. Mais nous avons appris avec Baudrillard que la simulation, loin d'être seulement émancipatrice, est aussi un versant négatif du numérisme informatique. De même que l'identification avec les affects de la star de cinéma est la face obscure et aliénante du cinéma. Un siècle de cinéma a-t-il accru la liberté politique? Il a construit l'image d'un humain global, désirant à peu près les mêmes choses et pleurant les mêmes événements d'un point de la Terre à l'autre. Le cinéma et la télévision à sa traîne a consolidé une certaine standardisation de l'humanisme émotionnel et de l'héroïsme individuel. Il est responsable d'un mimétisme de l'affect, parfois socialisant, souvent désingularisant, accélérateur d'une modulation de l'intime par la norme, fût-elle une norme d'exception. Je me souviens qu'à l'âge de 18 ans, cerné par un léopard et un buffle sauvage, seul et perdu dans une jungle montagneuse du Népal, ma peur a été modérée par le sentiment joyeux d'être un avatar d'Indiana Jones. À l'époque, j'étais en Hippocagne au lycée Henri IV, avant HEC. Et compte tenu de mes résultats, mes professeurs me prédisaient une entrée automatique à l'école normale supérieure. Mais c'était sans compter sur ma liberté de bugger sous l'emprise du logiciel d'une norme scolaire à laquelle on me demandait de m'adapter sans que je sût y trouver assez de jeux, d'espace de récréation ou de recréation. Si nous sommes des machines désirantes, comme le disaient Deleuze et Guattari, ce sont des machines qui fonctionnent en se détraquant et en se restructurant par phase. Le numérisme est de fait du côté de la normativité matricielle, de la mesure, de la grammaire, du code de l'étalonnage, et s'il existe un équivalent libérateur du montage cinématographique dans l'informatique, nous le trouverons plutôt du côté de ce que les hackers appellent la rétroconception, le surcodage désormais accessible a priori à tous, la dite programmation libre, les protocoles non verrouillés et les logiciels à source ouverte. Le principe du numérisme, c'est la production de mondes réels, analytiques, spécifiques, la discrétisation de la matière originelle, l'îlet des Grecs, en séquences reproductibles, compatibles, communicables, suivant tel ou tel protocole international. Le numérisme produit des objets et triomphe incontestablement depuis 2 siècles. La devise de la Révolution française a sans doute contribué à l'émancipation du moins des choses, liberté de circulation par la marchandisation, égalité de fabrication par la standardisation, fraternité d'utilisation par la compatibilité. Le numérisme nous révèle notre pratique ordinatrice. Michel Foucault parle en 1966, dans Les mots et les choses, du principe ordinateur. L'historien suisse
Adolphe Gasser écrit en 1946 dans l'autonomie communale et la reconstruction de l'Europe: l'existence des collectivités politiques, prenons-y bien garde, n'est concevable qu'en vertu de ce que nous nommerons un principe ordinateur. Or, tout bien considéré, il n'existe que deux principes ordinateurs fondamentaux, ou, en d'autres termes, le principe d'administration impérative et celui d'administration autonome. Ou bien l'ordre social est obtenu par le moyen d'un appareil coercitif du monde autoritaire, ou bien il est fondé sur le droit de libre disposition du peuple. D'une manière assez symptomatique, le signifié actuellement triomphant du signifiant ordinateur a été introduit dans la langue de Racine par un fabricant de computers, la société IBM France. Le mot de computer, pourtant légitime de par sa racine latine, fut écarté pour sa sonorité. IBM consulta un ancien élève de l'école normale supérieure, Jacques Perret, agrégé de grammaire, philologue, spécialiste du latin, théologien et traducteur de la Cité de Dieu de Saint-Augustin. Dans une lettre du 16 avril 1955, à l'entête de la faculté des lettres de l'Université de Paris, le professeur honoraire à la Sorbonne écrit à François Girard, responsable de la publicité au sein d'IBM: « Cher monsieur, que diriez-vous d'ordinateur ? C'est un mot correctement formé qui se trouve même dans le littré, comme adjectif désignant Dieu qui met de l'ordre dans le monde. Un mot de ce genre a l'avantage de donner aisément un verbe, ordiner, un nom d'action, ordination. L'inconvénient est que ordination désigne une cérémonie religieuse, mais les deux champs de signification, religion et comptabilité, sont si éloignés, et la cérémonie d'ordination connue, je crois, de si peu de personnes, que l'inconvénient est peut-être mineur. D'ailleurs, votre machine serait ordinateur et non ordination. Et ce mot est tout à fait sorti de l'usage théologique. Un demi-siècle après l'écriture de cette lettre, le léger inconvénient signalé par le sans doute facétieux Jacques Perret apparaît comme le nœud même, la contradiction fondatrice de l'esprit de notre époque. Les ordinateurs semblent s'être substitués à Dieu dans la responsabilité de mettre de l'ordre dans le monde. La programmation du réel, par encodage de la réalité physique, a créé une seconde nature cybernétique, jusque dans nos forêts de moins en moins obscures, désormais gérée, comme ailleurs, la culture spirituelle et notamment l'édition, selon les règles entrepreneuriales de la comptabilité analytique. Inversement, un espace mathématique où les distances ne sont pas physiques, mais numériques, peut désormais être transposé graphiquement en 3 dimensions. Michael Benedict, architecte et chercheur en réalité virtuelle à l'Université du Texas, a parlé en 1992 d'une éthérisation de la géographie, rendue progressivement possible depuis que René Descartes a algébrisé la géométrie et géométrisé l'algèbre. Tout se passe, écrit Benedict, comme si nos vieux et beaux astrolabes, sextants, compas et horloges mécaniques, en se faisant électroniques, devenaient la structure même du monde qu'auparavant il se contentait de mesurer. Cette publicité pour une banque d'investissement, trouvée dans un journal financier de la City de Londres, est une illustration fantasmatique du processus. À force de considérer la nature comme chiffrable, analysable et ordonnable, nous lui substituons une nature réellement engendrée par le calcul et l'algèbre. Le scientisme consiste à s'étonner de ce que la nature puisse être mise en équation, alors que les objets que la physique considère ont été construits suivant une perspective d'emblée réductionniste et épuratrice. C'est cela le numérisme, une intégration nécessaire pour faire société, plus ou moins intégriste, la réalisation de la raison mesurante, le devenir monde de l'analyse unifiante, la délégation du principe architectonique à la découpe algorithmique.
Est-ce la seule façon de construire un ordre? Et si oui, comment s'y prendre pour ne pas rendre cet ordre mortifère? C'est la question que pose le créalisme. À l'époque d'Aristote, l'architectonique était l'autre nom de la politique du gouvernement de la cité. Le créalisme désigne la tentative de reprise en main démocratique et anti-réductionniste du principe ordinateur et du faire architectonique. Celle-ci semble rendue possible par la descente progressive, dans le domaine public, du schème de la création, jadis privilège divin ou élitiste. Cette démocréatie émergerait au moins depuis la Renaissance et notamment le texte de 1486 sur la dignité de l'homme de Jean-Pic de la Mirandole, où la voix même de Dieu est recréée par l'auteur, disant « Je ne t'ai fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, afin que souverain de toi-même, tu achèves ta propre forme librement, à la façon d'un peintre ou d'un sculpteur. Tu pourras dégénérer en des formes inférieures, comme celles des bêtes, ou régénérer, atteindre les formes supérieures qui sont divines. » Lorsque Nietzsche écrit, 5 siècles plus tard, que Dieu est mort, il annoncerait le début de la pleine époque créaliste, où la création devient une possibilité humaine, plus ou moins collective, plus ou moins sociale. Créer, c'est-à-dire choisir et parachever ce que l'on a choisi, lit-on dans ces fragments posthumes. En somme, l'envers de l'histoire contemporaine. Pour paraphraser un titre de Balzac, ce serait l'inversion de la providence. Aide-toi et le ciel cédera. Je vous laisse interpréter le sens de cédera, puisque vous ne lisez pas le texte comme moi. L'aura créatrice ne fut pas subtilisée aux élites sans peine. Le terme de créativité n'entre ainsi dans le dictionnaire français qu'au moment où fut inventé le microprocesseur, réputé être le cerveau de nos computers, en 1971, au terme d'un débat violent à l'Académie française. L'origine du néologisme est américaine et date de la première moitié du XXe siècle, lorsque le psychologue Maslow situe la créativité au sommet de sa pyramide d'autoréalisation. Mon impression, ce jour de 2008, dans le musée berlinois de la technique, fut la suivante. Les machines semblaient être des sécrétions du corps humain, des précipités solidifiés de notre tendance ordinatrice, le squelette automate de notre désir d'ordre et d'unification. Que se passe-t-il au sein de la dialectique du numérisme et du créalisme? Il apparaît que ce n'est pas seulement la création qui s'étend dans le domaine public, mais aussi l'ordination. À mesure que le principe ordinateur est déthéologisé, transposé du monde régulier, divin, aristocratique, vers le monde séculier, humain, démocratique, la métaphore du dieu horloger et mathématicien, amorcée avec l'époque de Galilée, et encore chère au siècle des Lumières, est remplacée par le retour du schème du chaos et de la physis, ce jaillissement vivant que Bergson nomme en 1911, dans l'énergie spirituelle, l'immense efflorescence d'imprévisibles nouveautés. Plus nous prenons conscience de notre pouvoir politique ordinateur, plus nous reconcevons la nature originelle comme un chaos désordonné, une matière profusive et vivante, mais sans téléologie, sans finalité nécessairement prédéterminée, sans destination, le réel devient un créel. À nous donc, comme l'a posé notamment Sartre, de nous projeter ici ou là, de fixer la destination, l'horizon de notre action constructive. Tel est le cyborg humain, comme l'a défini Donna Haraway de manière existentialiste, un mixte ambivalent de technique et de créel. De plus en plus de scientifiques se rangent à des théories analogues de cette vision. Le chaosmos,
qui nous tisse serait un créel que nous ne pourrions représenter que par son exact opposé symétrique, la cité computer Z1. La matière originelle serait un flux d'irruption, une exhilaration, qui fuserait de manière explosive et le plus souvent invisible. Le sacré, c'est que ça crée. La création n'appartient plus à personne, elle est de tous. Dieu refoulé dans l'inconscient collectif, il ne manque pas de faire retour. Le monde réel, tel que nous l'ordonnons pour faire société, serait donc l'autre côté du miroir, l'envers du créel, le résultat dialectique de la nécessité pour surmonter un multiple pur de poser l'un, l'ordre, ne fût-ce que comme horizon logique. La danse de l'ordre et du désordre dessine le couple originel, les amours du jamais tout à fait disparate et du jamais tout à fait un. Dans le siècle qui se programme sous nos yeux, avec notre complicité plus ou moins active, nous redevenons un peu grecs, tantôt héraclitéens, pour notre sens du devenir dialectique entendu comme agonique, polémique, tantôt aristotélicien pour notre sens de la politique entendu comme architectonique, agorique, tantôt démétérien pour notre intuition retrouvée du sens de la terre, de la physis. Notre mystère d'Éleusis est désormais transparent, presque laïque. Il célèbre une terre-mère que nous nommons Gaïa, vivante, individuelle, méga ou métacyborg, et que nous apprenons peu à peu à imaginer comme un être vivant, d'une part, et notre œuvre d'art commune, d'autre part. Là encore, technique et existence s'enlacent. N'y a-t-il pas toutefois péril, risque, que la dialectique dégénère? Oui. Et ce risque a été aperçu relativement tôt par l'un des inventeurs d'Internet, Joseph Karl Robnet Licklider, dans un article de 1960 intitulé « La symbiose homme-computer », il parle de couplage, d'association intime entre les humains et les machines, à la manière dont certains insectes participent à la pollinisation de certaines plantes. Il cite la relation du blastophage, une sorte de guêpe, et du figuier. Or, on sait que ce type d'insecte fonctionne comme une sorte d'organe sexuel de la plante. Les deux forment une entité symbiotique. Cela paraît harmonieux à première vue, mais le processus est pour le blastophage un esclavage éphémère. Il y perd ses ailes et meurt rapidement. Licklider finit par admettre que dans le remplacement de l'humain par l'automation, les hommes restants sont davantage là pour aider le processus que pour être aidés. Le péril donc, et dirait Hölderlin, là où croit le péril croit aussi ce qui sauve, le risque, c'est que l'automation devienne l'objet du désir, que nous entrions dans l'ère des machines humainement augmentées, plutôt que des humains augmentés par les machines. Les chiffres indiquent aujourd'hui que les territoires de ce que l'on appelle l'Internet des objets s'accroît. Avant 2020, il y aura sans doute sur Terre davantage de choses connectées entre elles que d'humains qui se connectent au réseau. On parle déjà d'intelligence numérique ambiante pour désigner l'environnement cybernétique et de capacité des choses numérisées à s'auto-organiser. On annonce aussi, pour bientôt, l'avènement de l'informatique quantique qui dépasserait les codes binaires et permettrait des machines probabilistes moins déterminées, fonctionnant avec des photons au comportement et à la charge aléatoire plutôt que des électrons. Si nous ne voulons pas devenir les blastophages de computers qui ne feraient qu'utiliser la chaleur humaine comme conducteur pour leur reproduction de plus en plus accélérée, nous devons méditer sur l'objet de notre désir, automation ou création, ordre ou hétérogénéité. Si le créel, notre chaosmos contemporain, est surabondance toujours renaissante, efflorescence durable de novation, si l'ordination réaliste est produite par l'appel de ce qui manque logiquement à l'explosion créatrice, à savoir l'unité ordinatrice, il est possible que nous apprenions à édifier des mondes divers, ici plus numériques, là plus organiques. A minima, la sensibilité créaliste
rend l'intégrisme et le totalitarisme intolérables, tout en favorisant des expériences locales, asymptotiquement cohérentes et hétérogènes. Face à la clarté analytique et métallique du prototype, du protocomputer exhibé au musée de la technique de Berlin, il n'est pas impossible d'éprouver un moment de faiblesse, de nous sentir comme un amas de chair opaque, un tissu d'affects contradictoires, vaguement inutiles. Peut-être le Z1 de 1938 fonctionne-t-il comme notre oracle delphique contemporain, en scandant de manière subliminale un impératif troublant, lancé juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Contrôle-toi toi-même. Un défi que l'on peut relever ou décliner, comme le scande ce fado, chanté par Amalia Rodriguez, un air qui, par la grâce du numérisme, continue sur Internet de se faire l'écho d'une époque où Dieu était responsable. C'est une volonté divine infinie qui me maintient dans l'anxiété. De quelle étrange forme de vie mon cœur a-t-il hérité? Si tu ne sais pas où tu vas, pourquoi continues-tu de cogner mon cœur? Je ne te commande pas. Peux-tu saigner et m'épargner? Voilà, merci.